Cela fait maintenant 1 an que le podcast existe et avec Marion, avec qui nous avons fondé Bordeaux Stories, on voulait vous remercier pour votre fidélité. Et c'est l'occasion de vous présenter Famille, notre deuxième bébé. Famille, c'est l'agence de création de contenu qu'on a longtemps imaginée et qui depuis plusieurs mois maintenant accompagne les entreprises de Nouvelle-Aquitaine. Alors, chers auditeurs, si vous souhaitez booster votre visibilité en ligne et capter l'attention de vos futurs clients, que ce soit sur les réseaux sociaux, Google ou même créer votre propre podcast, parlons-en autour d'un café. Vous pouvez nous écrire sur le compte Instagram de Bordeaux Stories ou sur notre site famille.fr, famii.fr. Et sur ce, on vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue sur Bordeaux Stories. Je suis Hugo et je vous emmène avec moi à la rencontre des acteurs et personnalités qui réveillent la belle endormie. J'avais une envie, c'est de faire de la radio nue. À ce moment-là, j'ai le cœur qui bat très fort. J'aimais Bordeaux avant même d'y aller. Très très bobo chic, hein, voilà. À ce moment où il dit l'enveloppe, moi je regarde les organisateurs et on se regarde avec Léna et il n'y a pas d'enveloppe en fait. Notre invité du jour, vous l'avez sans doute déjà croisé. Au stade Chaban, en centre-ville, au parc des Expos ou à la patinoire. Et est-ce que vous saviez qu'à la base, il voulait juste être chauffeur de bus et qu'il s'est finalement retrouvé devant 55 000 personnes place des Quinconces. Lui, c'est David Fontanier, la voix de tous les grands événements de Bordeaux. Ex-animateur sur Énergie, sur RTL2, speaker de l'Euro 2016, de la Coupe du Monde 2018, de la dernière Coupe du Monde de rugby, David revient pour nous sur son parcours unique, de ses débuts en Bretagne à son rôle de speaker pour les plus grands événements sportifs et culturels de Bordeaux. Lors de cet échange, il évoque aussi pour nous de nombreuses anecdotes tirées de ses expériences au micro. Dans le désordre, ça donne la sensibilité de Guillaume Canet, l'enveloppe de Philippe Etchebest, la rencontre avec Eric Cantona, et on termine avec une évacuation de patinoire. Allez, go! David, on est dans une configuration donc assez chaotique avec un micro-ondes et des étudiants juste derrière la porte. On va essayer de voir comment on se débrouille du mieux qu'on peut. Je les aime bien moi ces étudiants. Ils sont très sympathiques mais là il faut un peu de bruit. On est chez The Place 2 à Aizine. The Place 2 à Aizine, tout à fait. The Place 2 à Aizine. Et on va essayer avec nos voix de couvrir justement le bruit de ces étudiants. Bienvenue sur Bordeaux Stories, du coup, David. Merci beaucoup Hugo. Aujourd'hui, j'ai l'impression que c'est un peu moi presque qui vais me faire interviewer parce que je pense qu'en termes de passif radio, tu me mets quelques années. Après, j'ai pas prévu de questions pour toi. Hein. Clairement, ok, non, c'est moi qui pose les questions, mais effectivement aujourd'hui. David, tu es la voix, ancien animateur radio sur Énergie, sur RTL2 et pas que. Tu es surtout la voix des grands événements de Bordeaux de ces dernières années. Euro, Coupe du Monde, les Boxers de Bordeaux, à la patinoire. Je le dis bien, les Boxers? Ouais, les Boxers, on me dit les Boxers. C'est ma maison, c'est ma 13e saison, je crois, avec les Boxers. Ok, donc tout ça. Tu as participé, en fait, de près ou de loin donc, à tous ces événements sur Bordeaux. Tu participes quelque part à la vie actuelle de Bordeaux, à la patinoire notamment avec justement les Boxers. On va apprendre à te découvrir et puis surtout tu vas nous raconter toutes les anecdotes qui gravitent autour de ce vécu, tant à l'antenne en radio que ces grands événements qui sont déroulés à Bordeaux ces dernières années. Je commence par les petites questions d'intro assez traditionnelles. Ton âge, David? J'ai 43 ans. Merci de m'inviter, Hugo. Merci beaucoup. Moi, je suis très touché de cette invitation, de parler de moi. J'ai pas l'habitude de parler de moi. Généralement, je fais parler les autres. Mais voilà, merci en tout cas. J'ai 43 ans. Je suis marié. J'ai 4 enfants et je suis adopté par Bordeaux. Je dis chocolatine, mais je suis breton d'origine. Ok. Quel coin de Bretagne? L'Orient, l'Armor-Plage, plus précisément, le sud du Morbihan, le paradis sur terre. Très bien. Je confirme. J'y étais ce week-end. Justement. T'as été là-bas dans quel coin t'as été? Exactement. On s'en parlera après l'interview. Ta formation initiale, toi, David?
J'ai une formation, alors c'est assez curieux, je vais tout te dire, j'ai un BTS transport. Moi, je voulais faire du transport quand j'étais petit. Ça n'a rien à voir. Rien du tout. Je voulais être chauffeur de bus quand j'étais gamin, aux plus grandes dames de ma mère qui avait des aspirations, je pense, plus hautes pour moi. Mais j'ai toujours rêvé de faire ça, d'être chauffeur de bus. Écoute, les années ont fait que je me suis transformé en chauffeur de salle. Donc voilà, finalement, je conduis du monde quand même. Voilà. Une belle transition, j'avoue. Et donc, avec ce bagage, comment est-ce que aujourd'hui, tu travailles, ton outil principal, c'est la voix, tu as un gros passif, t'as des années passées à la radio. Comment on passe d'un bus à un studio, du coup? On y passe par des opportunités et par de la chance et par du travail. En fait, de mon envie d'être chauffeur de bus, mes parents m'ont dit continue tes études, ton permis tu pourras l'avoir qu'à 21 ans. J'ai dit ok banco, donc je vais faire BTS transport. Donc j'ai un BTS transport qui ne sert à rien aujourd'hui, il est là. Et puis après, je suis parti dans de la communication. J'ai fait une année de spécialisation en communication, marketing, publicité, et je me suis dit qu'avec le transport, la com, je pouvais conduire des bus quand j'aurais passé mon permis, et puis faire des lignes et des guides. J'aimais bien le côté communication. Et dans cette année-là, il y avait des cours de journalisme et de théâtre. C'était une option qu'il fallait cocher, et j'ai coché le journalisme et pas le théâtre, et je me suis dit je vais apprendre ça, c'est par curiosité. Et ces cours-là étaient dispensés par le journaliste d'énergie à Angers. Et donc moi j'étais à Angers, et donc j'ai quitté ma Bretagne, et puis il nous a donné des cours. Et à la fin des cours, je suis allé le voir, je lui ai dit je veux faire un stage avec toi, je veux découvrir l'univers de la radio. Il m'a pris en stage. Au bout de 6 mois de stage, il y a Paris qui m'appelle, Énergie Paris, qui a entendu une maquette. En fait, j'avais enregistré un flash, une chronique sur une maquette, et ils m'ont dit viens faire un essai chez nous. Et la suite, tu veux la suite? On va la découvrir. Alors, je voulais juste terminer là, cette petite intro. Bon, c'est bien, on a déjà la transition justement entre le bus et le studio. Sur Bordeaux, toi aujourd'hui, donc tu habites sur Bordeaux, un peu en dehors de Bordeaux? Aujourd'hui, j'habite au nord de Bordeaux. J'habite à côté de Saint-André-de-Cubzac, un hameau qui s'appelle, une petite ville qui s'appelle Cubnezet. Voilà, je suis à la campagne, dans une jolie maison en pierre avec du terrain, parce que Qu'est-ce qui t'a amené donc à Cubnezet? C'est ça justement, c'est la place, l'espace? C'est l'espace, et puis c'est les enfants, parce que je suis papa de 4 enfants. Ouais, ça fait et du monde. Ils ont besoin d'espace, ils ont besoin, tu vois, j'aurais été tout seul avec ma femme, on serait resté sur Bordeaux dans un appart. Là, on a envie d'avoir de l'espace pour eux. Faut savoir que j'ai 3 poules, voilà, il y a un lapin qui est en liberté aussi dans le jardin, il y a 3 chats. Voilà, on kiffe la vie à Cubnezet. On kiffe la vie à Cubnezet et on kiffe la vie bordelaise. On a à la fois les deux. Quand on passe le pont d'Aquitaine, le pont de la Dordogne, on est à la campagne, et puis on adore on a une vie bordelaise et on aime beaucoup venir à Bordeaux. Et toi, ta vie bordelaise aujourd'hui professionnellement? Ma vie bordelaise, c'est des événements que j'anime sur Bordeaux, et les formations que je fais avec mon organisme de formation où je forme des apprenants, mais ça essentiellement sur Bordeaux et autour de Bordeaux. Ok, donc c'était tes deux activités principales en fait, et la formation et l'animation. Je travaille depuis chez moi sur la partie stratégie de tout ce que je fais, de toutes les préparations, et quand il y a vraiment besoin d'être sur le terrain, 1 semaine sur 2, je suis sur Bordeaux. D'accord. C'est le mélange de ma vie comme ça. Ok, très bien. Merci pour l'intro. Du coup, on va reprendre le parcours là où on l'avait arrêté. On était à Angers, on reçoit un coup de fil. Direction la capitale. De Paris. Direction les studios impressionnants de Paris. Là, j'arrive et on me donne 5 journaux papier, et on me dit tu vas en studio, t'as 30 minutes pour écrire un flash. Donc j'écris un flash, j'enregistre le flash, et à la fin je termine dans le grand studio du rédacteur en chef, et là ils sont 3 devant moi, Yann Carpier, Eric Lopez et Patrick Sanchez, qui me reçoivent et qui me disent David, on a écouté ce que tu as fait et on a quelque chose à te proposer. On a un CDI à te proposer. Je dis génial, je sors pas d'une école de journalisme, je découvre la radio, le journalisme radio par opportunité, par curiosité. C'est devenu une passion. Et là, on me propose un CDI. Et puis, je me souviens, il y a une grande carte de France derrière le rédacteur, le directeur de la rédaction, une grande carte de France. Et il me dit, tu vas partir là. Et il pointe du doigt Charleville-Mézières. Alors, Charleville-Mézières, c'est l'opposé de la Bretagne, tu vois, c'est complètement... Il y a 9 heures de route pour faire Charleville-Lorient. Et j'ai dit banco, j'ai dit on y va, je connais pas, mais on y va.
Et donc t'avais déjà une image un peu préconçue de Charleville-Mézières ou pas? Alors je me la suis faite très vite. Ouais. D'abord j'ai demandé, une fois que je me suis installé là-bas, d'abord ma mère a pleuré en me disant mais je vais te laisser tout seul. J'étais là avec mon baluchon, je te laisse tout seul. On a trouvé un appart très vite et puis elle est partie. Moi j'étais tout seul dans une ville que je connais pas. Et puis le métier de journaliste, en fait j'ai appris vraiment le métier de journaliste comme sur ça. Le terrain, quoi. Sur le terrain, après mon stage et sur le terrain. Et c'est un métier qui est génial parce que tu vas au contact des gens. Et donc tu poses des questions, tu es rédacteur, intervieweur, reporter, présentateur de flash et tu fais absolument tout. Et donc j'ai demandé aux habitants, c'est quoi cette ville, vous connaissez, enfin, de me décrire leur ville. Ils ont un surnom pour Charleville-Mézières, ils appellent ça Tchernobyl-Misère. Ah ouais. Et donc t'es déjà plongé. Tu découvres que les Ardennes, c'est le département le plus quitté de France. Il y a 8000 départs chaque année, par dépit, ils vont détester par tristesse, par suicide. Bon, okay, bref. Ouais. Les Carolo-Massariens, c'est le nom des habitants. Ils vont détester entendre ce podcast, mais voilà, c'est une ville. Les jeunes, alors c'est vrai que la radio énergie, c'est beaucoup tourné sur les jeunes. Ouais. Et moi, quand je vais interviewer les jeunes, quand je vais chercher des concerts sur Charleville pour en parler à l'antenne, ils me disent, nous, on va en Belgique, on traverse la frontière, on est à la frontière belge, on va de l'autre côté, nous, on va en Belgique. Là, il y a les gros clubs, il y a les grosses discothèques, et c'est là où la vie, elle est là-bas, en fait. Donc voilà, et je reste 1 an là-bas. Mon but, c'est de repartir dans mes origines, de partir assez rapidement, d'évoluer aussi dans ce métier-là. Et donc, de 5h du matin jusqu'à 21h le soir, je passe ma vie dans mon studio. Je rentre chez moi pour dormir et je passe la vie dans le studio. Et puis sur le terrain, à faire mes premiers interviews, mes premiers pas. Et à travailler. Tu vas chercher tes sujets sur le terrain, quoi. Exactement. Vraiment, tu sors de... Ma mission, c'est de faire vivre l'actualité locale. Et donc, j'ai une page blanche. J'ai mes infos à écrire, à trouver, mon actualité à trouver. Et ça, c'est un métier qui est génial, le métier de journaliste. Ça te donne le contact avec les gens, ça te nourrit culturellement aussi, et puis ça t'ouvre des portes, puisque tu es journaliste, tu as la carte de journaliste, ça t'ouvre des portes des stades, des événements, des avant-premières. Tu choisis un peu là où tu veux aller en respectant la ligne éditoriale d'énergie, c'est-à-dire une ligne jeune, actualité, on va dire, sexy, ludique. On n'est pas du gros défrichage d'actualité économique. Pas politique, voilà, pas de choses, plutôt tourner sur pour les jeunes. Mais on peut parler politique, mais toujours tourner sur les jeunes. Donc voilà, c'est un métier qui est passionnant et j'ai adoré faire ça. Mais il fallait que je parte. Et tu sais, c'est à Charleville que j'ai travaillé ma voix. Les premiers flash infos que je fais, je les fais pas avec cette voix-là. J'ai une voix très jeune, j'ai une vingtaine d'années et je fais bonjour à tous dans l'actualité aujourd'hui et j'ai une voix hyper mielleuse et tu vois presque une voix de tête et qui est toute douce, qui est toute gentille. Et tous les 15 jours, j'appelais le rédacteur en chef. Celui que tu avais eu à Paris? Celui que j'avais eu à Paris, c'était Patrick Sanchez, donc que j'appelais. Et je lui demandais ses conseils. Comment je fais pour travailler ma voix? Est-ce qu'il y a des postes qui se libèrent ailleurs? Et comment est-ce que je fais pour améliorer ma pratique de journaliste? Et il me donne des super conseils. Il me dit de poser ma voix, d'aller plus grave, d'aller donner plus de corps. Plus de corps, exactement. Ce que tu fais très bien aujourd'hui. Et donc, en fait, c'est devenu naturel pour moi aujourd'hui. Et ça me permet aussi, moi, de gagner en conviction quand je parle, quand je m'exprime, et d'avoir moins cette voix de tête, cette voix un peu jeune, mielleuse. Et donc j'ai appris à travailler ma voix, mais tu vas voir que ça va m'amener aussi sur la suite de mes activités que je fais aujourd'hui. Ouais. Charleville, tu pars quand du coup? On est en 2003, je pars en 2004 et je suis muté sur Amiens. La Picardie, alors j'ai adoré. C'est une ville... Content, pas content. Ouais. Content parce que c'est une ville beaucoup plus dynamique, très jeune, beaucoup d'étudiants aussi. Je suis resté 2 ans et demi là-bas. Okay. Et j'ai découvert un sport à Amiens qui est le hockey sur glace. On y reviendra parce que ça fait le lien aussi. Ça fait le lien avec ce que je fais aussi aujourd'hui. Et je suis resté 2 ans et demi là-bas sur sur les mêmes missions, journaliste, rédacteur, présentateur. Et puis 2 ans et demi après, j'ai été muté à Rouen. Là aussi, il y a du hockey sur glace à Rouen, on y reviendra, mais voilà, pareil, je suis resté 1 an à Rouen. Et puis, il y a RTL2 qui m'a appelé un jour, il y a Michael Richard qui m'appelle un jour et qui me dit... Donc c'est pas le même groupe, là. C'est pas le même groupe, j'ai quitté Énergie. Quitté le groupe Énergie pour aller du côté du groupe RTL. Exactement, et j'ai cassé un CDI pour partir sur un CDD, et j'ai quitté le nord de la Loire.
la grisaille, pour aller dans une ville plus grosse, plus active. Je suis fan de foot aussi, et donc j'avais la possibilité. J'aimais Bordeaux avant même d'y aller. En fait, j'avais un très bon a priori sur Bordeaux, et je me dis, banco, c'est Bordeaux qui m'appelle, et là on me propose un poste d'RTL2 sur Bordeaux. Je dis ok, je prends le risque de plus être dans un CDI, de partir sur un CDD, de faire mes preuves, et puis ça va le faire, et puis ça l'a fait. Ça a duré pendant 10 années que j'ai été journaliste sur RTL2 à Bordeaux. Entre-temps, et pendant mes années à Amiens et à Rouen, j'ai aussi eu l'occasion de faire de l'antenne nationale. Alors ça, c'est une vraie fierté. Je repense encore à ma mère et à ma famille, parce qu'ils ont pu m'entendre, enfin. Ouais. Donc, je donnais les infos sur toute la France. Et alors, là, sur quelle antenne? C'était sur donc, Énergie. Sur Énergie. Et là, dès le matin, les premiers flash infos dans le vrai studio, dans le gros studio d'Énergie. Donc, c'était quoi? Tu redescendais sur Paris pour... Je remontais sur Paris pendant... c'était souvent 2 semaines. Donc, c'était 2 semaines, souvent aux périodes des fêtes ou pendant l'été. Et là, le fait d'être sur Paris dans le gros studio, bah, t'as à tes côtés, à l'époque, c'était le 6-9 d'Énergie, première radio de France, la radio la plus écoutée, avec Bruno Guillon et avec Florian Gazan. J'ai un souvenir, si je peux partager ce souvenir-là, j'ai un souvenir qui me marque encore. Un souvenir pas joyeux parce que j'annonçais une catastrophe de tempête. Je sais plus quelle était cette tempête-là qui a balayé le nord de la France avec des morts à annoncer. Et voilà, mon flash commence comme ça. Bonjour à tous. L'actualité aujourd'hui, c'est cette tempête dramatique qui a fait plusieurs dizaines de morts dans le nord de la France. Et à ce moment-là, j'ai Bruno Guillon et Florian Gazan qui avaient une envie de faire qui sont plutôt déconnes, quoi. Ouais, et puis c'est les têtes d'affiche, on est sur le 6-9 d'Énergie, c'est eux qui animent la première radio de France. Et là, ce matin-là, ils avaient une envie, c'est de faire de la radio nue. Au moment où moi j'annonçais les morts après une tempête, et je vois, au moment où je commence mon flash, je vois un t-shirt qui passe devant moi, je vois un jean qui vole, et en l'espace de quelques secondes, je me retrouve avec Bruno Guillon à ma gauche et Florian Gazan à ma droite, qui sont en caleçon, qui sont quand même restés en caleçon. Je me souviens du caleçon, c'est le maillot il avait le boxer du drapeau de l'Angleterre. C'était Bruno Guillon qui portait ça. Et ils étaient en train de se frotter contre moi, alors que voilà, et ils essayaient de me déconcentrer à tout prix, ce qu'ils n'ont pas réussi à faire. Moi, je suis resté très pro dans mon voilà. Ouais, et puis j'étais jeune dans le métier, impressionné par l'environnement. Et pas du tout déstabilisant ou déstabilisable en fait, et du coup je suis resté hyper pro, de marbre. Voilà, de marbre. Et je me suis dit quand même à ce moment-là, si j'étais parti en fou rire, j'aurais dû l'expliquer à l'antenne, parce que tu peux pas partir en fou rire au moment en plus d'annoncer des actualités, et donc il faut à chaque fois dire ce qui se passe. Et c'est ce que je garde aussi aujourd'hui, c'est que peu importe ce qui se passe, ce qui arrive, je le partage. Il n'y a pas de private joke au micro quand tu prends la parole ou quand tu es devant quelqu'un ou quand quelque chose te fait sourire. Dis-le, dis pourquoi ça te fait rire. Ça rend le truc humain, quoi. Ouais, s'il y a quelque chose qui te traverse l'esprit et que ça te fait faire un rictus, bah, dis-le, partage-le, et puis ça te connecte aussi avec les autres, mais toujours partager ce qui se passe. On ne voit pas toujours tout ce qui nous traverse l'esprit, et donc j'aime bien cette idée de pouvoir aussi dire, de partager naturellement, spontanément ce qui t'arrive par la tête. Donc là, comme t'as pas souri, t'as pas bougé, ça va, t'avais pas besoin de dire qu'on était en train de se frotter à toi finalement. Non, et puis je crois que même après ils l'ont dit, ils l'ont salué, et dit donc on n'a pas réussi à déstabiliser David, et pourtant on y a été de bon cœur, donc ouais, c'est... D'autres invités avec des anecdotes marquantes. Je crois que tu m'as parlé d'Éric Cantona. Ah ouais. Je te dis, grand fan de foot, et il y a une personnalité charismatique que j'aime dans le foot. Moi, je suis né dans les années 80, donc j'ai je pense adoré le foot des années 90, et Éric Cantona est pour moi une tête. L'incarnation de ces années-là. En tout cas, une des têtes d'affiche du foot à cette époque. Ouais, complètement iconique. Et puis là, je le rencontre dans le cadre d'un film. Quand on est journaliste, on est sollicité aussi sur des événements. Et en fait, je commence à sortir du studio et à prendre le micro live, le micro d'événement, sur des avant-premières ciné. On est approché par les cinémas en nous disant, voilà, on a une avant-première, vous avez des journalistes, est-ce que vous pouvez venir nous donner un coup de main ou nous présenter l'avant-première? Couvrir le truc. Je dis banco, on y va. Là, c'était quoi? C'était RTL2? Pardon. Là, c'était RTL2, ouais, c'était okay. RTL2 à Bordeaux. Et c'est Éric Cantona. J'ai 3 souvenirs mémorables de personnalités. Je les appelle les 3 C. J'ai Francis Cabrel, qui était l'une des premières personnalités que j'ai interviewées quand j'étais à Charleville-Mézières. Et je me rappelle qu'il avait
avait les yeux d'un bleu profond comme les tiens, Hugo, de Francis. Ça me touche. Et ça m'avait vraiment marqué. Le deuxième c'est Guillaume Canet, que j'ai interviewé juste avant la sortie des Petits Mouchoirs. Ah, c'est dans le cadre de l'avant-première ou c'est pareil, dans le cadre de l'avant-première, on fait une interview avant l'avant-première avec le public, et là on se fait une interview à Bordeaux, à côté de l'UGC de Talence, et là je trouve un Guillaume Canet. Alors quand j'ai annoncé à tout mon entourage féminin que j'allais interviewer Guillaume Canet, je suis passé pour un dieu, et j'ai compris aussi à ce moment-là que ce métier-là me permettait de toucher du doigt le rêve de beaucoup. Et tu approches des personnalités que beaucoup aimeraient, ne serait-ce que côtoyer ou tu partages ou des échanger. moments qui sont assez uniques, quoi, effectivement. Complètement. On est privilégié en fait dans cette bulle-là. Et là, je croise en face de moi, dans les mêmes conditions dans lesquelles on est, un Guillaume Canet touchant et inquiet de la sortie des Petits Mouchoirs. C'est son gros film, l'un de ses premiers gros films, et les Petits Mouchoirs, il n'imagine pas le carton que ça va avoir, mais il est inquiet de savoir comment est-ce que ça va être perçu par le public. Comment tu le sens, ça, toi ? Il me le dit aussi, et puis il est très comment dire, il est très à l'écoute. Il me demande si ça va, si la façon dont lui répond. Donc, il a ce. Vous êtes vraiment dans l'échange, quoi. Tu sens qu'il veut faire le truc au mieux. Il veut le faire le truc bien, en fait. Il veut que ça soit vraiment bien. Et il y a à la fois, je vais dire, un manque d'assurance, mais normal, en fait. Mais finalement très touchant et très humain, en fait. Et donc, voilà, face à ça, il me demande ce que tu l'as vu, toi, en projection avant-première. Généralement, les journalistes se voient avant la projection. Ce que tu as aimé, c'est quoi les moments qui t'ont plu. Donc, il est aussi dans ce questionnement-là. Et puis l'échange dure presque 1 heure. Et c'est génial de partager 1 heure avec Guillaume Canet, où tu prépares tes questions et finalement tu poses que la moitié de tes questions parce qu'on est dans l'échange. Et c'est ça aussi qui fait l'interview intéressante. Et puis Cantona, on arrive à Cantona. Ah, ça doit être moins Guillaume Canet, non, le C de Cantona. Canto, au moment de l'interviewer, il a déjà été interviewé sur des télés et il est parti au milieu des interviews parce que la question lui plaisait pas. Et quand tu arrives comme ça en tant que journaliste en te disant j'espère que la question va lui plaire, tu marches vraiment sur des œufs. Et tu te dis j'espère qu'il va pas me claquer dans les doigts, que je vais pas mal lui poser une question, qu'il va pas partir, quoi, tout simplement. Qu'il est dans un bon mood, qu'il est dans une bonne humeur. Ça se passe bien, ça se passe très bien. Je suis très scolaire, mes questions sont très travaillées, sont très polissées, vont dans le sens et tout. Donc voilà, je m'évite de me mettre en difficulté, mais je suis impressionné. J'ai envie de dire mes questions, peu importe. Et finalement, c'est surtout lui ce qui répond. Et il a un charisme qui est... déjà physiquement, je crois qu'il est quand même assez costaud. La grosse voix qui marque. T'es devant le patron. Là, voilà. Et j'étais impressionné. Je connais plus la teneur de notre échange. On fait ça en public. Et je suis... voilà. Ça fait partie de ces bons moments de radio, ces bons souvenirs. Et c'est vrai que c'est un métier qui, voilà, comme tu l'expliquais, journaliste radio qui plus est, ou journaliste télé, ça t'amène en fait à rencontrer des personnalités, à vivre des moments effectivement hors du temps, quoi. C'est enthousiasmant. Je sais que tu l'as vécu aussi. C'est hyper enthousiasmant d'avoir ça, de dire c'est un métier qui est génial, qui te nourrit culturellement encore une fois, et dans lequel tu peux toucher des doigts des personnalités dont t'as rêvé, que d'autres rêvent aussi. Il faut garder vraiment je suis un gamin en fait. Quand j'interviewe ces personnes-là, je garde ce côté enfantin et j'ai toujours gardé ce côté-là de gamin. Et quoi que je fasse, je garde ce côté. Je suis un gosse en fait au fond de moi et je jubile. Et jamais je me dis ok t'es arrivé ou ouais c'est bon ça va c'est que Canto. Non c'est pas que Canto, c'est Eric Cantona et non c'est ça. Enfin voilà c'est hyper excitant. Ta transition vers l'animation, à ce moment-là, comment ça se passe en fait ? Parce que là, tu bosses donc pour RTL2 à Bordeaux. En tant que journaliste. En tant que journaliste, c'est quoi ? Tu commences donc en parallèle, tu commences à être sollicité, c'est toi qui veux aller un peu vers l'animation, comment ça se passe ? Il y a à la fois une envie et il y a à la fois une opportunité, celle des boxers de Bordeaux. J'arrive dans l'animation par les boxers de Bordeaux. Alors, j'arrive dans l'animation de débats publics, de débats souvent politiques, de tables rondes, par le biais du journalisme, où là on vient me chercher, on me dit vous êtes journaliste, on a besoin d'animer un débat, et donc là je deviens animateur d'un débat, donc je sors du studio pour le micro-live, je prépare tous mes débats et puis je me lance comme ça. Mais le parti vraiment animation, qui est vraiment un autre métier, la partie speaker,
C'est grâce aux boxeurs de Bordeaux, c'est grâce à Stéphane Tartari, à Thierry Parianti, c'est eux qui viennent me chercher. Qui sont ? Alors, qui sont les managers et les présidents des boxeurs de Bordeaux. Il y a plus de 10 ans. Bordeaux a 400 personnes dans le public. Ils ont une ambition, c'est de développer le hockey sur glace à Bordeaux, qui est méconnu. Les gens pensent que c'est des matchs de boxe, alors que voilà, c'est les boxeurs de Bordeaux, mais les gens ne connaissent pas. Et puis, on est en D2, c'est la deuxième division. On va monter en D1 deux ans plus tard. Et ils viennent me chercher. Ils me posent même pas la question. RTL2 et les boxeurs de Bordeaux sont partenaires. Il y a un contrat de partenariat. On fait gagner des places, nous, sur l'antenne, par le biais de l'animateur. Et puis, on se rencontre pour parler du partenariat de l'année suivante. Et puis, il me regarde, Stéphane me regarde, il me dit, c'est toi qui seras notre speaker l'année prochaine. Il me pose même pas la question. Exercice imposé, quoi. J'adore le challenge et j'y vais, en fait. Et je fonce et il me tend le micro. Je le fais comme j'aime le faire, et c'est là où je voudrais parler d'une personnalité qui m'a marqué, qui est Didier Le Bottmel, qui était le speaker des Merlus, le football club de Lorient. Je suis toujours supporter des Merlus, du FCL, dans mon adolescence, je suis allé au stade. Au Moustoir, mais bien, tu connais. Et j'ai suivi les matchs. Mais j'adorais ce type qui s'égosillait, qui était une boule d'énergie, qui essayait de faire lever les foules. C'est pas facile de faire lever le public lorientais. Lorient, dans ces années-là, c'était pas non plus... Ouais, alors dans ces années-là, c'était pas... Alors attention, champion de D2 quand même, première montée en Ligue 1 dans les années 98-99. Donc, mais en tout cas, c'est un club qui commence à faire parler de lui, qui est coaché par Christian Gourcuff, qui est un des gros entraîneurs français, un bon entraîneur français. Et du coup, je vois Didier Le Bottmel et je crois que je vais au stade pour lui. Et quand je vais au stade, quand je suis gamin, c'est lui que je vois, c'est lui que j'adore. Et je crois que j'ai modélisé sa façon de faire. Inconsciemment, j'ai fait comme lui faisait. Et je me suis dit, quand j'ai pris le micro des boxeurs de Bordeaux, je vais faire comme lui. Je veux être ce Didier Le Bottmel, je veux m'inspirer de ses façons de faire. Et je veux être le supporter numéro 1 du club et avoir ce lien entre l'équipe, entre le sportif et le public avec une mission, faire qu'il y ait un maximum de bruit au service de l'équipe, du sportif et de l'équipe. Et c'est la mission que je fais depuis 13 ans et c'est ce que j'adore faire. Et quand je vais à la patinoire aujourd'hui, je vais dans ma deuxième maison, je l'appelle comme ça. Je connais presque tout le monde ou tout le monde m'identifie ou me connaît. Et toi, tu te balades aujourd'hui au sein de l'équipe, au sein de l'équipe dirigeante et tout, tu connais un peu tout le monde, j'imagine. Ouais, et puis le hockey sur glace fait qu'il y a, c'est pas cloisonné. À la fin des matchs, les joueurs viennent à la bodega, viennent partager avec les joueurs. Il y a un esprit familial, c'est un club d'abord familial, c'est un club un club formateur aussi, donc tout vient de la famille. Il y a beaucoup de gamins dans les tribunes, des enfants qui jouent. On en reparlera des boxeurs, mais j'y viens comme ça en fait. À l'animation, j'y viens comme ça. Et puis dans les tribunes, il y a une personne. C'est bien parce que je vais citer en plus tous ceux qui m'ont tendu aussi cette perche-là, ce micro. Il y a Hervé Faleyeux, qui est ancien arbitre de hockey sur glace, qui vient voir les matchs, qui aime voir les matchs de hockey et qui est le responsable marketing des Girondins de Bordeaux. Et la transition va se faire comme ça. Avec Hervé, on se croise, on fait connaissance, et puis il y a un événement qui arrive dans quelques années, dans quelques mois. C'est l'Euro 2016 de foot, et il va me confier le micro. Je suis l'un des speakers de l'Euro 2016 de foot sur la fan zone de la place des Quinconces à Bordeaux, qui restera pour moi un des événements marquants de ma présentation ou de mes animations sur des événements sportifs. Alors avant d'embrayer sur l'Euro, t'as des anecdotes, des moments justement au boxeur qui t'ont marqué, ou pas comme je sais pas, une évacuation de patinoire par exemple, tu vois, c'est marrant parce que c'est généralement quand tu cherches des événements marquants, c'est pas s'il y a des événements j'ai envie de te citer beaucoup de matchs où rien n'est fini au hockey sur glace, ou même quand tu es mené 5-0, tu peux gagner 6-5 et ça s'est déjà produit et ça se reproduira encore. Rien n'est fini au hockey. Et il y a une ambiance, une vibration. Mais si je dois te citer un événement, évidemment, ça va être un événement malheureux, qui est une évacuation de patinoire. Ça s'est passé la saison dernière. Donc, c'était le premier match à domicile contre Marseille.
Et le match, je me souviens, parce que Marseille c'est 13, et ben le match s'est arrêté à la 13e minute à cause du brouillard. Il y avait, alors on est en début de saison, donc on est début septembre, il fait encore chaud dehors, il fait froid à l'intérieur, et les portes ouvertes de la patinoire, quand le public vient, on a une patinoire pleine, hein, c'est le premier match de la saison. Combien de personnes? Il y a 3500 personnes. Donc patinoire pleine, premier match de la saison, et on sent déjà qu'il y a du brouillard, mais nous, on est préoccupés sur notre premier match. Quand je dis nous, c'est nous, l'organisation, l'équipe, toute l'équipe d'organisation. Tu regardes pas le brouillard. On est dans l'événement, on sait qu'il y a du brouillard, on sait que ça peut nous handicaper, mais on a déjà vécu du brouillard. Et quand il y a du brouillard, on stoppe le jeu pendant 2 minutes, on demande aux joueurs de faire des tours de glace. Les deux équipes, donc on a 40 joueurs sur la glace, qui font un tour de glace pour évacuer le brouillard. Okay. Voilà, c'est notre ventilateur humain. Et donc ça fait sortir le brouillard. Ça dure généralement, on arrive à ce que ça dure 10-15 minutes, et s'il y a besoin, on refait tourner les joueurs. Là, on a déjà fait tourner les joueurs 3 ou 4 fois, et le brouillard s'épaissit de plus en plus. Et puis les arbitres décident d'arrêter le match pour prendre une décision. Tout le monde retourne dans les vestiaires, et là, la décision tarde à venir, mais on sent que ça va pas sentir très bon. Comment tu gères, toi, dans ces cas-là? D'abord, t'as rien de prévu. Hein. Il y a rien d'écrit pour ça. Il y a rien d'écrit. Dans ces cas-là, je prends pas la parole au micro tout de suite, j'attends les décisions, je laisse le public s'ambiancer, on a des COP qui permettent justement de mettre l'ambiance, les blocs boxeurs et l'esprit boxeur qui mettent l'ambiance. Mais on est quand même sur un temps où les gens se posent des questions, et le fait de laisser aussi les gens se poser des questions, quand tu te poses la question, quand il y a un doute, généralement, c'est qu'il n'y a pas de doute, et donc on se dit, est-ce que ça va reprendre? Et moi, ma priorité, c'est, je connais pas la décision des arbitres. Ils sont bloqués, ils sont enfermés dans leur bureau pour prendre leurs décisions. J'ai le manager qui est à côté de moi, le président qui est à côté de moi, et qui commence à discuter. Moi, je tends l'oreille et je discute avec eux, et je leur dis, s'il y a des annonces à faire, c'est moi qui vais les faire, et je veux juste, donnez-moi les éléments d'annonce, surtout. L'idée, c'est penser supporter. C'est-à-dire, le supporter, il va penser à quoi? Il va dire, OK, si on annule le match, qu'est-ce que je fais de mes billets? Et donc, la première question, c'est est-ce que je suis remboursé ou est-ce que le match est reporté? Et moi, c'est les premières réponses que j'ai besoin d'avoir du président. Qu'est-ce qu'on fait des billets et de ces personnes qui se sont déplacées? Après, je m'occupe de faire... mon wording, c'est-à-dire les mots, les phrases que je vais utiliser, que je vais dire. Je vais avoir beaucoup de compassion. Je vais comprendre que, je suis désolé, voilà, vous avez que au nom du club, on vous présente bien sûr toutes nos excuses. Je sais plus comment je le dis exactement. Ah, mais t'es dans l'empathie, quoi. Mais je m'écris quand même quelques mots pour pas être complètement dans l'impro totale. Dans l'impro totale. Et puis j'essaye d'être hyper factuel. Il y a du brouillard, on a essayé de le dissiper, les arbitres se sont concertés en accord avec les deux équipes. Donc tu essayes de construire quand même quelque chose de factuel et de compassionnel aussi pour les supporters qui sont là. Et vous serez tenus informés très rapidement. Donc Thierry, le président, me donne les éléments. Et puis vos billets seront remboursés si vous le souhaitez, ou alors le match sera reporté. La compréhension auprès du public permet aussi peut-être une acceptation, d'accepter plus facilement justement ce qui se passe et d'éviter peut-être des débordements, que ça devienne le bordel, quoi, tout simplement. C'est le but. Et puis c'est aussi, on a eu des sifflets, en fait. C'est normal. Les gens sont pas contents. On a eu des sifflets, et bon, voilà, c'était logique. Ça fait partie du jeu. Je sais plus si ça arrive après. Je sais qu'au Girondins de Bordeaux, on a eu aussi une évacuation après le dernier match. Le public était aussi mécontent. Lorsque ça arrive après, tu parles de la descente en Ligue 2. La descente en Ligue 2. Ouais, je l'ai vécu. J'étais au stade. Ouais. Et là aussi, il y a un besoin de sortir aussi le public pour éviter tout débordement, voire plus. Donc il y a besoin aussi d'expliquer, de comprendre. Des fois, tu peux pas, en fait, face à la colère des gens, tu peux pas non plus. Donc les gens sont tristes, sont déçus. Mais là, c'est géré intelligemment. Dans ce cas, je trouve, tu vois, on te donne tu expliques qu'est-ce qui va se passer par la suite, tu donnes des éléments de rassurance. Je trouve que c'est tu peux pas empêcher qu'il y ait quand même des supporters qui ont fait 1h30 de route, qui ont pris leur soirée, qui ont consommé aussi sur place, qui sont venus aussi avec les enfants, qui ont pris une babysitter. Il y a tous ces paramètres-là aussi à prendre en compte, et que tu dois aussi absorber pour être le plus vrai, le plus sincère aussi possible. Donc les sifflets, c'est pour David. Ouais, les sifflets, c'est pour David, et puis finalement tu les prends, et puis je me dis attends, c'est pas pour moi, c'est pas moi qui
siffle, mais c'est le contexte en fait. C'est le contexte qui siffle. Donc ça, anecdote marquante de, justement anecdote marquante, de ce chapitre des boxeurs. Quoi. Ouais. Et Euro 2016, donc tu te retrouves à l'animation de la fan zone. Ah ouais. C'est ça. Ah ouais. C'est quoi là avant le premier match. Alors c'est quoi le premier match par exemple que tu fais pour l'Euro 2016? Je me souviens plus du premier match. Je me souviens de la demi-finale contre l'Allemagne. C'est moi Ouais. qui monte sur scène à ce moment-là. On est aussi avec les autres speakers. On monte. Je crois que c'est pour la finale. On monte tous sur scène. Mais je me souviens de cette demi-finale. Donc France-Allemagne qui se joue au Vélodrome, je crois, à Oh là, Marseille t'as la à mémoire. l'époque, je crois. Je serais incapable de te donner le score. On gagne, mais je serais incapable de te donner le score. À ce moment-là, j'ai le cœur qui bat très fort. Je crois qu'avant tout événement, j'ai le cœur qui bat très fort. Je sautille sur place. Je suis à la fois excité et traqueux. Il y a un mélange de peur et T'as envie d'y aller, d'enthousiasme. quoi, ouais. Et faut y aller. Je me rappelle une chose quand même, je me dis attention, tu vas avoir du monde sur la fan zone des Quinconces. Je sais après qu'il y a 55 000 personnes parce qu'on a le compteur, donc je sais qu'ils sont 55 000. Je dis, j'ai jamais fait 55 000. Mais je me rappelle quand même, j'essaye de me souvenir que d'abord le public vient pas pour toi. Ça c'est rassurant aussi. Les gens viennent pas pour toi en fait, ils viennent pour le match et toi ils t'écoutent pas. Je crois que c'est Laurent Ruquier qui a eu ces mots-là. Et le speaker est aussi indispensable qu'inutile. Toi, t'es là pour les siffler. Ouais, t'es là pour prendre les sifflets. On est indispensable parce que si on n'est pas là, il manque quelque chose. Mais en fait, et quand tu parles dans le micro, on est inutile parce que quand tu parles, personne n'écoute. Donc voilà, j'ai un mélange Un de peu ça. comme dans l'avion, les consignes de sécurité. Bon, voilà. Mais il faut les dire. Ouais. Exactement. Et c'est des bons speakers hein, dans les, pas toujours, pas toujours dans les avions ou des bons présentateurs. Dans les trains aussi, il y en a qui font des blagues. J'adore. Qui se débrouille très bien. Ah ouais, j'adore. Et donc, je monte sur la grande scène qui est juste devant l'écran géant. Faut savoir que quand tu parles dans le micro, tu fais tu avances de 30 cm parce que t'as les baffes qui sont derrière toi qui te poussent. En fait, t'es vraiment, t'as une espèce de volume qui t'envoie. Quand tu parles, ça résonne sur tout. T'as l'impression que tout Bordeaux t'entend. Et il y a quelque chose d'hyper grisant. Ah, c'est grisant, ouais. J'imagine. Tu prends la parole devant 55 000 personnes. Tu les chauffes un peu avant? Ouais, en plus, c'est ton rôle. Hein. Ton rôle, c'est de les chauffer, c'est de faire du bruit. Il y a pas trop besoin de les chauffer. Ils viennent là pour faire la fête aussi. Certains sont plus avinés que d'autres, donc voilà, ça aide aussi. Et puis moi, j'ai quand même ce track. Et il y a un truc que j'ai trouvé à ce moment-là, c'est avant de monter sur la scène, d'aller juste derrière les crash barrières et d'aller parler à ceux qui viennent d'arriver, ceux qui sont là en premier. Et je vais déjà me connecter à eux, prendre la tendance, prendre l'ambiance, commencer à déconner avec eux, et puis être dans la détente. Te fondre un peu dans la masse, quoi, en fait, dans l'ambiance. Et je me rends compte que c'est un bon moyen aussi, moi, de me lâcher, c'est d'être dans la déconne, de me connecter à eux, et je me dis, ok, c'est bon, je me suis connecté à eux, et ça me rassure, et après, je monte sur la scène, et je peux commencer à lancer. Les premiers mots que tu dis, je sais même plus ce que je dis au début, mais je crois que t'as le micro là. Bonsoir. Non. T'attaques avec de la puissance, t'attaques avec du tonus. Évidemment, c'est très, bonsoir. Test. J'ai un souvenir. On va faire des essais micro avant l'Euro. Avant que l'Euro démarre, on se retrouve, tout est installé, l'écran géant est installé. On est sur la place des Quinconces. Sur la place des Quinconces. On est 3 jours avant le début de l'Euro et les organisateurs réunissent les speakers pour faire des essais micro. Ils nous tendent les micros, on est 5 speakers autour et je me souviens, je prends le micro et j'y vais et je démarre. Il y a personne sur la place des Quinconces, mais je fais un test micro, bienvenue, et je crois que je me lance déjà, je me chauffe déjà et même pas peur et je prends l'initiative. Qui aurait pu faire peur finalement parce que t'as une place vide, t'as un micro, tu sais que ça va porter très fort. Ouais, puis il doit y avoir quelques badauds qui passent autour. En malgré plus, tout, il y a du monde et tout. Et tu dis tu vas parler dans un truc, voilà. Et je me lance et je crois que ça me débloque et je me dis on y va. Ça y est, c'est l'événement quoi. Le truc démarre et on a une fin heureuse du coup sur ce France-Allemagne. Ouais. Fin heureuse. Après sur on gagne. On gagne. Finale France-Portugal, c'est un peu moins heureux. Ouais. Comment tu le gères, ce truc-là à la fin? On fait, on est chaud bouillant, on espère énormément. Donc à l'avant-match est génial, l'après-match, il y a la déception, mais ça n'efface pas 10 ou 15 jours de fête, presque un mois de fête même, parce que c'est un mois l'Euro, donc ça n'efface pas tout ça.
Et puis on continue à faire la fête avec la communauté portugaise parce qu'ils sont nombreux en plus sur Bordeaux. Donc on continue quand même à faire cette fête-là. On se retrouve après sur la C'est-à-dire que tu dois continuer à être de bonne humeur et genre parce quoi, que tu félicites. Tu sais, on a félicite le Portugais. On félicite les Portugais. On continue à faire la fête et puis on a tout prévu. Nous, on a tout prévu pour gagner. C'est-à-dire qu'on a un DJ set qui est prévu à la fin et on n'annule pas tout. On fait quand même la fête. On a notre DJ set. On a les pom-pom girls qui sont là. On ambiance finalement la deuxième partie de soirée. Elle a un goût dur. C'est dur. Là, tu te retrouves ambiancé pour ton équipe qui perd en finale à la maison. Dur. Dur. On se rattrapera 2 ans plus tard avec la Coupe du Monde. Mais en effet, le cœur est pas à la fête. Mais je sais pas ce qu'on célèbre, mais on est quand même entre nous et on fait la fête quand même. T'as croisé des personnalités pendant cet Euro-là et qui t'a partagé, pas spécialement? Pas sur cet Euro, on est sur une fan zone, donc j'ai pas de personnalité marquante qu'on a croisée. Il y a surtout tous les organisateurs. C'est impressionnant de voir toute la partie technique, la partie organisation. C'est un boulot qui est énorme, quoi. En fait, chacun a une partition. Et chacun joue sa partition, et les speakers compris. Et on va dire qu'on va être les chefs d'orchestre de ça, même si le chef d'orchestre est plutôt avec les oreilles dans le car régie et c'est lui qui va donner les tops. Donc il y a plusieurs chefs d'orchestre. Mais on a tous à jouer notre partition pour que la musique soit belle. Et chacun a son rôle. Toute la préparation qu'on fait en amont, avant en fait, c'est ça qui va faire la réussite du moment. Ok. Et en autre événement sportif, rugby, t'as fait aussi? Rugby, la Coupe du Monde 2023. Alors pas sur la pelouse. Cette fois-ci, je me suis retrouvé dans les salons hospitalité, et on avait pour mission avec aussi quelques speakers avec je pense à Benoît notamment et c'est Karl qui nous a proposé ça, d'être les speakers dans les salons. Et là, on fait. Donc ça se passe où là? Ça se passe à Chavant, au Matmut. On est au Matmut, sur les matchs de la Coupe du Monde de rugby au Matmut. Et avant les matchs, au mi-temps et à la fin des matchs, nous on intervient avec des personnalités. Pour le coup, il y a Fabien Pelouse qui vient, il y a Vincent Clerc qui sont là aussi. Donc on a plusieurs personnalités qu'on doit interviewer, sur les tendances, sur le match, sur leur actualité aussi. On passe. Ça permet d'habiller un peu l'événement. Exactement. Ça permet de proposer des échanges avec ceux qui viennent voir le rugby. Et puis on vit cette Coupe du Monde dans des conditions idéales parce qu'on est entouré de Vincent Clerc, Fabien Pelouse et puis d'autres pour vivre les matchs. C'est-à-dire que pendant le match, nous on est assis en tribune dans des loges. Tu profites. On profite complètement et pleinement. On est vraiment au premier rang. C'est aussi le privilège que proposent ces fonctions-là. Et puis tout est bien préparé. Toutes les questions sont préparées, puis après on se lance en interview. Même quand les questions sont préparées, finalement on range rapidement nos questions pour être dans un échange. Tellement c'est prêt, tellement on a préparé ça qu'on peut être spontané avec nos interviews. Oui, si t'as un bon client en face, ça va quoi. Oui, avec Fabien Pelouse, avec Vincent Clerc, on a des bons clients, ouais. T'as un moment qui te marque sur cette Coupe du Monde de rugby 2023 particulier, ou c'est l'ensemble que tu retiendras finalement? C'est l'ensemble, et je dois avouer, je t'ai dit dans la présentation au départ que j'étais fan de foot, je suis devenu fan de hockey sur glace, et j'avoue ma méconnaissance sur la partie rugby. La Bretagne, avant que le Vannes soit un grand club de rugby, j'ai pas oublié. En train de le devenir. Mais on n'avait pas la culture rugby. Moi, avec les copains, on jouait au foot, et dans le Sud-Ouest, j'ai dû me mettre à cette culture-là, et j'avoue que la Coupe du Monde de rugby 2023 m'a clairement plongé dans le jargon rugby. C'est ça que j'ai adoré. C'est que ce métier-là, ce rôle, ce job-là, me donne aussi l'opportunité de m'enrichir et de me nourrir en fait de cultures que je connais pas. D'autant qu'on a des belles actualités avec l'UBB quand même ces dernières années en plus. Ils font le plein. On est en train de se battre entre l'UBB et les boxers de Bordeaux pour savoir qui va faire le plein le plus vite. Je crois que l'UBB vend ses places en 2 heures. Les Girondins sont pleins aussi, sont à guichet fermé sur tous les matchs. Il y a une culture, voilà. C'est vrai qu'il y a une offre sportive du coup aujourd'hui à Bordeaux qui est riche quoi finalement. Et une offre spectacle. En fait, c'est aussi tous ces clubs là. Je pense aux Birdies aussi. Les Girondins aussi ont cherché aussi ont trouvé le moyen de dire on vient pas que au sport, on vient pas que voir un résultat ou supporter une équipe,
On vient passer un moment, on vient vivre une expérience. Pour ça qu'aujourd'hui, t'as des posts qui sont des fans expérience. Et toi, ce job de speaker, quelque part, s'inscrit aussi dans cette globalité. C'est l'animation, quoi, dans tout l'entertainment qui va autour du match, autour de l'événement, à l'américaine, quoi, quelque part. C'est du sport-spectacle. Pour le coup, pour le hockey sur glace, c'est du sport-spectacle. Et c'est ce qu'ont voulu faire aussi les boxeurs avec Stéphane, avec Thierry. On veut proposer du sport, du vrai sport spectaculaire, avec tous les à côté inspirés du Québec. On le fait avec nos moyens français, mais on s'inspire de ce qui se passe ailleurs, de ce qui se passe même en Finlande, dans les grosses patinoires. Ça va être quoi, par exemple, concrètement? Concrètement, c'est des challenges au tiers-temps, avec des partisans, des supporters qui viennent pour gagner. Tu vois, on a le challenge avec un partenaire qui fait du pari sportif, et il faut lancer le palet au milieu des cibles pour repartir jusqu'à 1000 € en paris sportif sur la plateforme. Donc on fait vivre ça. Il y a des pizzas, c'est tout bête, mais de pouvoir venir au sport avec des pizzas, c'est cool. Ou d'acheter ses pizzas sur place, c'est cool. Il y a l'entrée des joueurs. Alors l'entrée des joueurs, là aussi, c'est ma partie, c'est une partie prenante, j'adore ça. Ça veut dire de la musique, ça veut dire noir salle, on peut éteindre le noir à la patinoire, enfin éteindre la salle. Ce qu'on peut pas faire au rugby, par exemple, quand on est en extérieur, tu peux pas tout éteindre. Ils ont là, c'est depuis cette saison, un chien énorme, gonflé, pour pouvoir les joueurs rentrent à l'intérieur. Il fait 4 mètres de haut, 6 mètres de large. Enfin, c'est un truc énorme. Donc c'est plein de petits à côté. Ils ont amélioré aussi toute les buvettes, tout le parcours des buvettes. Donc il y a tous ces petites choses en plus, tous ces détails. Moi, je demande à tout le monde d'allumer le téléphone, de jouer. Je joue avec les téléphones portables, c'est avec les lampes torches et tout. Donc, on illumine aussi la patinoire. Je les fais crier. Donc, il y a une activation du public, et le public fait partie du sport, et c'est lui qui vibre, et c'est grâce à lui et aux sportifs qu'on vibre tous. Ok. Et est-ce qu'enfin sur la glace, on a aussi des bonnes bagarres, comme Ça fait partie du spectacle. On profite aussi de ces, on va dire comment c'est, ces moments où on se défoule un peu. C'est toléré. C'est toléré. Ça fait partie du folklore. Jeu. On rappelle que moi je le dis des fois, que se battre c'est pas bien, qu'on a le droit de pas être d'accord, mais que c'est toléré ici. On a beaucoup d'enfants. C'est difficile aussi d'éduquer le public enfant. Bien sûr. Quand tu laisses, le public adore ça en fait. J'imagine. Bon, et au-delà du sport, je sais que tu as été sollicité sur d'autres types d'événements, notamment les Bordeaux Tech Day, mais je voulais peut-être plutôt revenir, c'est sur le salon Expotel de Bordeaux. Je crois que tu as une anecdote assez marrante avec Philippe Etchebest. J'adore le salon Expotel. Ça fait plusieurs années que j'anime le salon Expotel. Le salon Expotel, c'est comme Top Chef, c'est des concours de cuisine. Et moi, je suis un peu le Stéphane Rothenberg du salon Expotel. Et j'adore Stéphane Rothenberg. J'aime beaucoup l'image. Je m'inspire de lui. Je modélise, tu vois. Je parlais de Didier Le Botmel. Stéphane Rothenberg aussi, je modélise sa façon de faire. Il faut savoir que je modélise aussi parfois Denis Brognard. En fait, c'est toutes ces personnalités qui m'inspirent dans ma façon d'animer. Et Stéphane Rothenberg, donc lui anime Top Chef, et je me suis dit, ok, on va faire pareil pour Expotel. On a des concours de cuisine avec des jeunes et des expérimentés qui viennent faire de la cuisine devant du public avec des chefs étoilés. On a généralement 18 étoiles, on a des chefs vraiment, vraiment top niveau. Et puis on a un trophée, le trophée Philippe Etchebest, qui va remettre les meilleurs prix. Je crois que les gagnants, il y a 3 gagnants, il y a un podium, ils repartent avec des prix, mais vraiment, vraiment gros. Il y a des chèques de 5 000 € qui sont donnés aux gagnants. Et puis, on est sur la remise de prix. Et là, on a tous les chefs étoilés, on a une dizaine de chefs étoilés, on a Philippe Etchebest, François Adamski qui vient aussi, qui est le pilote du concours, qui est chef aussi. Et puis, à ce moment-là, vient une idée à Philippe Etchebest de dire, nous allons à présent recevoir l'enveloppe qui va nous annoncer le podium des gagnants de ce trophée. Et au moment où il prononce l'enveloppe, faut savoir que les chefs se sont réunis avant dans leur salle, et ils ont décerné, ils ont déjà dans leur tête le podium, le 3, le 2 et le 1. Et là, Philippe Etchebest nous dit, il va y avoir une enveloppe qu'on attend. À ce moment où il dit l'enveloppe, moi je regarde les organisateurs, toute la partie com du salon Expotel, de BIM, et on se regarde avec Léna, et il n'y a pas d'enveloppe en fait. Personne n'a prévu une enveloppe, mais c'était pas prévu, puisque ils ont le 3-2-1. Et donc ça fume dans tous les sens, ça part dans tous les côtés, et là ils arrivent en l'espace de quelques secondes à trouver une enveloppe, à faire, je pense qu'ils gribouillent sur un bout de papier le podium. Je suis même pas sûr qu'il l'ait, le podium, parce que les chefs l'ont, et si quelqu'un l'a quand même. Donc ils glissent ça dans l'enveloppe.
Et donc, et puis Et Philippe. c'est quoi, toi, tu te retrouves à essayer de meubler un peu en Ah non, je attendant, meuble. Là, je meuble. Je dis, et évidemment, et on va vous remettre dans un instant. Et je crois que je fais une énonciation des lots, parce qu'on vous rappelle, en attendant cette enveloppe, je fais un clin d'œil, l'enveloppe qui va arriver dans un instant, et je vais vous énoncer. Voilà. Démerdez-vous, les gars, On va démerdez-vous. remercier les partenaires, c'est très bien. Je vais pouvoir meubler. J'adore meubler. Mais enfin, c'est pas que j'adore meubler, mais c'est que Tu t'en sors bien, en tout cas, sur l'exercice. je m'en sors bien. Je sais que je vais pas laisser de blanc. Le blanc m'angoisse, et donc je vais meubler au maximum, même si le blanc est puissant. Mais peut-être on pourra en reparler. Je parle très vite, hein. Je parle beaucoup, mais Vas-y, je suis vas-y, très c'est très enthousiaste. L'idée, c'est de trouver cette enveloppe, et quand Philippe Etchebest décide, Philippe Etchebest Ouais, obtient. et tu exécutes. Donc, on va trouver cette enveloppe. Et l'enveloppe arrive, mais je t'avoue que c'est un moment de panique qu'on a à ce moment-là, en disant, mais personne n'a prévu d'enveloppe à ce moment-là. Depuis, on a une enveloppe à chaque fois. Depuis, on a prévu le coup. Et maintenant, L'enveloppe de secours, on a qui une peut être enveloppe. sollicitée à tout moment. Il est Quoi. génial ce moment. Le salon Expotel, il est fascinant, il est fabuleux. Ah, c'est un beau moment de live, de stress en live. Alors, De en tout cas. stress, t'as le stress de partout dans les cabines. On a 5 cabines avec les pâtissiers, avec les cuisiniers qui y vont. Ils ont ce stress. Nous, on est là. Il y a des caméras sur eux. Tout est projeté. Il y a des chefs étoilés qui viennent mettre le nez au-dessus de leurs assiettes. Il y a un stress, il y a un public, il y a un événement, et toi, tu es au milieu, tu fais à la fois partager le stress, je vais au contact, je vais parler aux cuisiniers pendant qu'ils sont en train de faire leur cuisine, tu vois. Donc il y en a qui aiment pas ça, ils aiment pas parler, mais enfin, tu fais vivre tout ça avec toujours l'attention de faire ce que le spectacle proposé est adapté au public en respectant ceux qui font le spectacle. Ouais, tu viens de fondre dans un ensemble. Quoi. Exactement. Et t'es ce lien-là. En fait, t'es ce lien-là. Ce qui est cool de voir, pour clôturer un petit peu ce chapitre de tes expériences, c'est que ce métier de à la fois journaliste, animateur, ce qui est quand même trop bien, c'est que ça t'amène donc à vivre en fait des situations un petit peu hors du commun, et ça t'amène à découvrir aussi des métiers, des gens, des personnalités où tu te lèves le matin, ton quotidien n'est jamais le même, quoi. C'est génial. C'est ce que j'adorais en radio. Tu vois, par exemple, tu te lèves le matin, tu sais pas ce que tu vas dire, tu connais pas ton actualité. Moi, je me lève le matin, pareil, pour faire un événement, même si j'ai tout préparé. Le fait d'être préparé, c'est aussi d'être attentif aux imprévus. Le fait d'être prêt, ça veut dire qu'il peut se passer n'importe quoi. Je vais pouvoir rebondir. Donc tout le gros de ce boulot-là, que ce soit journaliste ou animateur ou speaker, tout est dans la préparation. Je dois quand même t'avouer que je prépare pas énormément mes matchs des boxers de Bordeaux. Parce que je connais. L'habitude, je connais mes clés, 13 ans, je connais même s'il y a des nouvelles choses, il y a des nouvelles annonces à faire, mais voilà, j'ai pas besoin de préparer, et puis finalement, je m'autorise à me laisser au maximum spontané sur cet événement-là. Ouais, ce qui est beau, c'est que tu auras plein d'histoires à raconter à tes 4 enfants et à tes petits-enfants plus tard, une vie pleine de souvenirs. Tu sais qu'ils viennent, ils viennent au boxer. Okay. Mon fils. Alors, pas de bagarre, pas de bagarre. Mon fils, il est fan. Et je le laisse parler dans le micro des fois. Et quand il était tout petit. C'est mignon. Ouais, non, mais ils adorent ça. Il fait du hockey en plus depuis cette année-là. La voix formation, ton activité, une grosse partie de ton activité aujourd'hui, c'est quoi le déclic, je veux dire, pour la création de donc c'est ta société où tu accompagnes, tu fais du coaching. C'est quoi qui te fait passer ce cap, quoi, finalement? Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé, je crois qu'il s'est passé un moment où j'ai dû sortir de la radio. J'ai dû partir de la radio. Enfin, quand je dis j'ai dû, c'est que... parce que tu avais signé un CDD, tu nous as dit tout à l'heure. J'avais signé un CDD. Mais ouais, et alors il est passé en CDI. Oui. Mais j'ai dû faire une croix. En fait, c'est pas que j'ai dû, c'est que je l'ai fait. Après 15 ans de journalisme radio, je me suis dit, c'est pas que j'arrive au bout, mais c'est que... et si j'écrivais une nouvelle page ? Et puis, il est arrivé, c'est bien parce que tu parles des 4 enfants et la transition est toute faite. Le matin, je faisais les infos. L'après-midi, j'étais sur le terrain, faire des interviews. Et je commençais aussi à donner des cours de journalisme radio dans les écoles de journalisme à l'EFJ à Bordeaux, et des cours aussi de prise de parole pour des étudiants de communication. Et donc, j'ai commencé à donner des cours les après-midi. Les soirs, ça pouvait arriver que j'étais soit au Boxer de Bordeaux, soit sur des événements. De partir de 6h du matin
de chez toi, même 5 heures parfois, et rentrer chez toi le soir à 22h, et quand t'as ta femme et tes enfants qui te disent... Ça gueule un peu. Hein, là. Ça serait bien que... Et en plus, le week-end, t'es pas là parce qu'il y a des événements animés. À un moment donné, on te tire sur la chemise et sur la veste en disant « Papa, ça serait bien que tu sois un peu plus à la maison. On aimerait bien te voir. » C'est bien ton métier, mais voilà, t'as pas que une vie pro, t'as aussi une vie perso. Et puis, j'ai réfléchi aussi à me dire, voilà, comment est-ce que je vais le faire? Comment est-ce que je vais redonner? Je crois que mon premier réflexe, c'était de me dire, je vais redonner ce que j'ai appris. Et quand tu me dis, c'est quoi le déclic? Le déclic, il est là, il est de me dire, tout ce qu'on vient d'échanger là, j'ai eu l'impression d'avoir appris des choses, et j'ai appris des choses. Et je me suis dit, mais comment est-ce que je vais redonner à ceux qui ont besoin aussi d'animer des événements ou de prendre la parole ou de faire un discours? Comment est-ce que je vais leur redonner ce que moi j'ai appris, gérer leur track? Et là, je suis en train de te donner finalement la méthode de la voix formation, c'est-à-dire gérer son track, construire un discours, connaître les attentes du public. Et puis, une fois que tu as ça, c'est pas tout, c'est aussi le non-verbal. Ta posture, ton regard, ta gestuelle. Poser ta voix. Je t'ai dit que moi, j'avais appris à poser ma voix. Comment est-ce que tu peux redonner ça? Et puis après, avoir de la répartie. Comment est-ce que tu fais pour être spontané? Quand on te pose une question que tu sais pas, que tu connais pas la réponse. Désarçonné, quoi. Comment tu fais pour gérer le truc, pour meubler et pour t'en sortir? Et puis aussi, comment est-ce qu'on fait? Ça, c'est le Covid qui nous a appris ça, à animer des événements à distance, à prendre la parole en visio. Et donc, tout ça, c'est la méthode. C'est ce que je transmets aujourd'hui dans mes formations. En effet, je suis devenu, en fait, j'ai fondé la Voix Formation, la Voix de Bordeaux, qui est un organisme spécialisé dans la prise de parole en public, un organisme de formation. Et donc, l'idée, c'est de me dire, je vais donner ça. Je le donne déjà aux étudiants. Je me suis entraîné beaucoup avec les étudiants. C'est le laboratoire, quoi. Exactement. J'ai testé avec eux et je leur ai dit, il y a des choses qui marchent pas. Okay. Mais je veux voir. Maintenant que je fais des choses qui fonctionnent, qui marchent vraiment, quand je dis des choses, c'est des mises en situation, c'est des jeux de façon ludique, pour apprendre en s'amusant. Je t'ai dit, j'adore apprendre en m'amusant. Donc voilà, l'idée, c'est de pouvoir toujours s'amuser et monter en compétences en s'amusant. Et donc, j'ai fait ça avec les étudiants. Je continue à le faire. Je donne mon temps aussi à des écoles, tu vois, des écoles de cuisine. C'est marrant parce qu'on en revient à la cuisine. Ferrandi qui fait appel à mes services pour donner plus de savoir-être, plus de confiance, plus d'assurance à ceux qui vont créer leur restaurant. Il y a des écoles de communication, il y a Sub de Pub à Bordeaux, école de commerce aussi avec l'INSEC. Donc il y a toutes ces écoles-là, l'EFAP aussi et ICAR. Donc il y a 5 écoles dans lesquelles j'interviens. Et puis l'idée, c'est de donner ça à qui? Donner ça aux femmes et aux hommes politiques. Parce qu'ils ont besoin aussi de se détacher de leurs papiers quand ils prennent la parole, de gagner en assurance aussi. Généralement, on n'apprend pas la prise de parole, mais on l'apprend pas à l'école. Ouais, sur le terrain, c'est l'expérience, quoi. Après, ouais. On voit, toi, en tout cas, toute l'expérience que tu t'es forgée au gré des événements. T'apprends à chaque fois, quoi. Tu ressors grandi. Et je veux redonner ça. J'aurais pu le garder pour moi en me disant ok, c'est bon. Et puis je suis speaker et j'aime bien avoir cette double casquette, speaker, animateur. Et moi, je me nourris de ça et j'apprends encore beaucoup. Et puis la partie vraiment formateur. Donc aujourd'hui, je suis formateur sur cette partie-là, la prise de parole en public, le média training, et puis sur la partie aussi conférence, je forme aussi, je coach aussi des conférenciers. Et donc l'idée, c'est de leur donner ce que j'ai appris. Et puis je fais mes conférences aussi, tu vois, je suis conférencier aussi à côté. Donc j'ai quitté la radio, j'ai dit au revoir à la radio. Avec c'est dur de quitter. Ouais, parce que c'est tu vois. Je vais dire peut-être un peu finalement comme un footballeur, quoi. Tu raccroches les crampons d'un univers qui est assez grisant, qui te permet de faire des rencontres et voilà, t'ouvres un nouveau chapitre, que t'expliques très bien, je trouve, par la construction de ta vie familiale aussi, c'est important. Pas se retrouver finalement tout seul à 70 ans derrière ton micro à la radio, mais avec personne qui t'attend à la maison. Donc non, c'est une bonne transition. Et puis c'est vrai que quand on est passionné par ces sujets, par ce qu'on fait, transmettre, c'est hyper agréable, quoi. Ouais, et puis je me suis vraiment, j'avais cette envie-là de me dire, je monte en âge aussi, et je me dis qu'est-ce que t'aimerais laisser finalement, et qu'est-ce qui t'a inspiré et comment est-ce que tu peux aussi devenir à ton tour inspirant pour d'autres. Et ce que j'ai découvert vraiment avec les étudiants au départ et aujourd'hui avec, tu vois, je crois qu'il y a 1000 personnes que j'accompagne sur de la prise de parole chaque année, il y a 1 millier de personnes. Et qu'est-ce que j'ai pu leur apprendre? C'est vraiment ça, de me dire, en fait, c'est une vraie compétence et ça s'apprend vraiment. C'est pas juste de la gnognotte, c'est pas de dire je vais faire comme lui et ça va marcher, ou tiens, aie confiance en toi et ça va marcher. C'est pas ça, en fait. C'est quelle astuce tu peux mettre juste dans la construction de ton message
quelle structure tu vas mettre? Et moi, je leur donne la structure. Je leur dis, voilà, vous allez prendre ça, 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 vous allez commencer comme ça et terminer comme ça. Et puis, tiens, sur votre voix, on va bosser votre voix. Et je vais vous donner des outils pour parler plus grave. Pour, tiens, soyez en colère et souriez en même temps. Si vous avez des enfants, vous avez des enfants. Et ben, mettez-vous en colère après vos enfants. Et là, vous allez commencer à parler. Et vous allez voir que vous allez gagner en conviction. Mais vous n'allez pas le faire comme ça. On va faire exprès maxi, mais petit à petit, vous allez redevenir naturel. Et puis, l'idée, c'est pas de parler grave tout le temps. C'est de varier aussi votre intonation. De pas être monotone tout du long. C'est pas en étant très grave tout le temps que tu vas avoir plus d'intonation. Mais par contre, c'est si tu changes ton volume sonore, tu peux aussi chuchoter pour capter. Ralentir parce que tu as des choses à dire. Ou accélérer parce que ça t'emballe. Ça t'emballe. Et puis le faire le faire avec la voix posée. Ou le faire avec les aigus, tu as le droit. Donc tu vois, de varier tout ça. Mais l'idée, c'est de pouvoir apporter ça à chacune et à chacun avec une mission, c'est respecter la personne toujours. On n'a pas tous l'envie de crier fort, le même caractère, le même passé non plus. Et tu vois, il y a deux choses sur lesquelles j'insiste. Je terminerai peut-être là-dessus sur la partie formation, sur les outils que je donne. Il y a deux choses sur lesquelles j'insiste, c'est soyez dans une conversation. Quand vous prenez la parole devant un auditoire, restez dans un esprit de conversation. Allez pas chercher des mots qui sont pas dans votre langage, parce que ça fait bien, parce que la phrase est belle, la phrase est longue, et puis au milieu il y a cependant, et c'est bien de dire cependant. Non, c'est chiant de dire cependant. Mais gardez votre langage, avec des phrases courtes, avec des répétitions, des phrases sans verbe. Gardez juste votre façon de parler dans une conversation. Je sais, vous avez plein de personnes devant vous, c'est pas évident de rester en conversation quand t'as l'impression d'être à poil et quand t'es dans une position vulnérable, mais pareil, ça s'apprend et ça s'entraîne. Et la deuxième chose, pour moi, qui est fondamentale, c'est rester imparfait. Restez imparfaite, soyez pas trop lisse, soyez pas trop conventionnel. Et c'est bien parce que ça nous rapproche. On est tous en manque de confiance en soi. Et le fait d'être imparfait, de bafouiller, moi il y en a qui viennent me voir et me disent « je voudrais suivre ta formation parce que je bafouille ». Je dis « mais c'est bien de bafouiller ». À l'oral, tu vois, dans notre échange, on a bafouillé. Et ben c'est pas grave. Et c'est très bien. Et c'est une conversation. Donc restez imparfaite, restez imparfait. Même s'il y a des E, on peut gommer des E, ça s'apprend aussi très vite et très bien. Mais restez juste vous-même, on a tous nos failles, on a tous nos doutes, mais restez imparfait et voilà, on travaille sur l'humain. Et encore une fois, c'est pas du théâtre, donc moi je les sors pas de leur zone de confort. C'est très bien que les comédiens apprennent aussi la prise de parole et je suis favorable. Plus on est à apprendre ça et mieux c'est. Moi je vais plutôt, l'ambition c'est d'élargir leur zone de confort, de parler avec les mains. Tu vois, je commence à parler aussi avec les mains. Très belle conclusion, merci David, sur la voix. On termine avec ton Bordeaux. Tes adresses. Génial. T'as ta petite note. J'ai pris des notes. C'est bon, t'as ta petite note. Allez, c'est parti. Tu vas déjeuner un midi en ville avec un ami ou une amie. Tu vas où? Où est-ce que tu l'emmènes? Je vais dans un endroit qui est dans la rue Saint-Rémy. Je m'arrête à la brasserie bordelaise. C'est très classique, la brasserie bordelaise. Mais pour moi, tu as les spécialités du coin. Tu es sûr de bien manger. Alors, je serais plus sur un magret, moi, un magret de canard. Voilà. Tu t'es bien fondu dans le paysage bordelais, toi. Rosé, cuisson rosée. Si vous voulez la cuisson du magret, canard, c'est rosé. Voilà. Demandez pas à point ou quoi machin, c'est rosé. La brasserie bordelaise, pour moi, c'est un très bel endroit en plus. Et voilà, t'es fondu dans Bordeaux, t'es pas loin de la place de la Bourse, la rue Sainte-Catherine, t'es dans Bordeaux et la brasserie bordelaise, voilà. Tu veux inviter un pote à déjeuner, c'est là. Qui ne connaît pas Bordeaux, là on est en plein dans l'ambiance. J'ai plein d'autres adresses, mais je les ai gardées pour après. Un dîner avec ta femme un vendredi soir. Alors les quatre enfants sont ils se gardent tout seuls? Non, ils se gardent pas encore tout seuls. La grande a 13 ans, elle est très responsable. Années, mais non, on a la babysitter pour ça. Nous on va chez Pépone. D'abord, les enfants sont interdits chez Pépone et ils le disent très bien à l'entrée chez Pépone. Les poussettes sont interdites, ils n'ont pas de rehausseur, donc n'y allez pas. C'est assez classique. Tu vas me dire, c'est assez, Pépone, mais c'est une valeur sûre pour moi en termes de ce qu'on mange. D'abord, on a vraiment la cuisine italienne. Et j'y vais juste pour le dessert. Alors pour tout te dire, je mange pas trop sur le plat chez Pépone. Je me garde la salade est très bien, la salade de tout est très bien. Mais alors le dessert, là on y va quoi. Le 1800 je sais plus, c'est le 1880, c'est la meringue avec la glace au marron machin. J'adore ça, je suis très vacherin moi. Si tu veux me faire plaisir, tu vas faire vacherin. Et meringue et crème glacée, j'adore ça. Il est copieux, il est dur à finir, même quand t'as pas beaucoup mangé. Et c'est vacherin sur salade. Oui. Et puis avec un vin qui va très bien. Alors on sera sur un Chianti. Un Chianti, voilà, ou un Lambrosco, mais demande pas un Pessac et Léognan. C'est pas l'endroit. Non, c'est pas l'endroit. C'est pas le lieu. C'est marrant, on en parlait sur le podcast justement. Il y a quelques épisodes, notamment dans l'épisode avec Laurent sur l'évolution de la restauration à Bordeaux. Ton point de vue sur l'évolution de Pépone?
Alors moi, fidèle à lui-même. J'ai pas, pour moi, j'y suis allé il y a 10 ans, j'y retourne demain. Pour moi, j'ai pas noté d'évolution particulière et quelque part, ça me rassure. Donc moi, j'ai pas vu de changement notable. Laurent avait trouvé lui. C'est qu'en fait, sur la scène des restaurants italiens, tu vois, t'as des gros restos maintenant comme Girmanzu qui est pas très loin. Tu vois, il y a un nouveau style de resto italien et c'est vrai Pépone, moi je trouve, est resté un petit peu pas trop évolué, quoi. Il est resté sur ce qu'il sait faire, sur ses fondamentaux. Ouais, exactement. Et il y a quand même beaucoup moins de monde aujourd'hui chez Pépone qu'il y a 10 ans. Il y a 10 ou 15 ans, il y avait tout le temps, tout le temps la queue. Tu voulais aller chez Pépone le vendredi soir, c'était compliqué, quoi. Boulevard Clémenceau, là, exactement. Il y avait souvent la queue. Et c'est vrai qu'il y a moins la queue aujourd'hui. De toute façon, on réserve pas chez Pépone, hein, on fait la queue chez Pépone. C'est vrai qu'il est challengé aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de restaurants italiens. Il y a une offre qui est très même moyenne gamme, voire haut de gamme en termes de propositions. Pas qu'à Bordeaux, hein, après, c'est des choses qu'on voit aussi à Paris ou dans les autres grandes villes en France. Mais c'est vrai que l'impression que j'en ai, c'est que Pépone s'est un peu fait secouer ces dernières années. Et tu vois, moi, ma réponse, c'est de me dire Pépone est rassurant. Parce que je sais ce que je vais y trouver. Et c'est très intéressant. Et j'y ai trouvé il y a 10 ans et je vais le retrouver encore demain. Et mon 1880, je sais qu'il sera pareil et qu'il sera le même dans tous les Pépones. Donc ne lui enlevez pas le vacherin, quoi, pitié. Tu vois, pour ceux qui... Moi, si, quelque part, j'aime bien découvrir, mais culinairement, je suis assez... je vais toujours sur les mêmes plats. Je suis pas un aventurier du plat. Si c'est ce que t'aimes. Très fromage. Et du coup, je vais toujours sur la même proposition et Pépone me rassure là-dessus. Chez Monzu, je l'ai testé aussi. Non, tu préfères te faire câliner par Pépone. Voilà, exactement. J'étais déstabilisé chez Monzu, tu vois. Une adresse coup de cœur, autre qu'un resto sur Bordeaux. Ouais, autre qu'un resto. Elle est difficile, ta question. Mais ouais, parce qu'en adresse coup de cœur, j'ai... Tu vois, que ce soit une librairie, une boutique, un musée, un lieu de vie... Alors, si tu me proposes un lieu de vie, je vais t'emmener au parc bordelais parce que j'adore ce parc-là, mais c'est une bonne réponse. Je l'ai gardé pour mon week-end. Ah, pour le week-end. Ouais, parce que je vais y traîner. Je vais y traîner pendant mon week-end. Je vais aller sur la promenade Sainte-Catherine. J'aime beaucoup ce lieu qui est un peu isolé de la rue Sainte-Catherine, et on se retrouve ici dans un endroit. Alors ils appellent ça, c'est un supermarché à ciel, alors pas un supermarché, une galerie marchande à ciel ouvert qui est gérée comme une galerie marchande, mais avec une ambiance particulière. C'est vrai qu'on n'avait pas ça à Bordeaux. Oui, clairement. T'as la rue Sainte-Catherine. Mais là, ça fait vraiment lieu de rassemblement où t'as des spectacles de danse de temps en temps. Et c'est vrai que ça fait très... T'as une proposition avec... des fois, t'as un ciel avec des parapluies, avec des ballons. Et en fait, t'as une découverte dans cet endroit-là. Même sur les boutiques. J'aime beaucoup les boutiques qui y sont. T'as des produits américains. Des fois, tu te retrouves perdu. Tu pousses la porte. Je trouve qu'on est... c'est un lieu où il fait bon vivre. Il y a le magasin Lego aussi qui est là. Tu vas faire un tour. Tu découvres... Je m'émerveille en fait sur... mais c'est vrai que tu peux y rester pendant 1 heure et demie, aller entre les boutiques, la boutique Lego, c'est presque comme un musée finalement. Et tu sors aussi de la cohue de Sainte-Catherine. C'est-à-dire qu'il faut quand même avoir l'envie de tourner à droite pour y entrer, de monter quelques marches et puis pour avoir juste pour te poser. Et c'est un endroit où quand c'est trop busy sur la rue Sainte-Catherine, je parle même anglais. Et tu bascules. C'est une très bonne réponse. C'est un endroit de respiration. Voilà. Non, c'est une très bonne réponse. Si ce lieu te va. Des amis qui ne connaissent pas Bordeaux et qui viennent te voir pour le week-end. Allez, on y va, on part au vendredi soir. Le vendredi soir, j'ai découvert... Alors évidemment, j'ai des amis avec des enfants. Donc ça va être une sortie aussi familiale. Je t'emmène à l'Éphémère. L'Éphémère, on est pas très loin des bassins à flot. L'Éphémère, on est à côté de la base sous-marine. Et là, à cet endroit-là, l'Éphémère le soir, c'est resto italien. Donc on repart sur l'italien avec une belle proposition. Un petit câlin, quoi. Un petit câlin du vendredi soir. Mais on emmène les enfants. Pourquoi on emmène les enfants ? Parce que le soir, t'as juste à côté le Kidouland. Tu connais bien, hein ? Oui, j'ai passé quelques matinées récemment. Le Kidouland qui est ouvert, le soccer aussi qui est open. Et vraiment, ils ont eu la bonne idée de mettre un animateur
sur le Kidouland, pendant que les parents sont en train de manger, les enfants font les allers-retours pour venir manger leurs frites. C'est pas toi qui non, anime. alors de temps en temps, tu vas. Ça me démange, faut que je prenne le micro. C'est la première fois que je vais au restaurant où je peux discuter avec les adultes pendant que les enfants sont en train de jouer et je suis serein parce qu'il y a un animateur, une animatrice qui joue avec eux et je trouve ça canon. Ils s'amusent, ils s'éclatent. Les enfants réclament d'aller à l'éphémère pour aller jouer au Kidouland. Ça ouvre à 19h. Donc à 19h, tu sais qu'ils peuvent... D'ailleurs, ils veulent même pas manger, ils veulent aller tout de suite jouer. J'adore cette proposition-là. Quand je cherche un endroit, j'aime bien quand il y a un endroit aussi pour les petits. On fait pas toujours appel à la babysitter, on y va tous en famille. Donc les copains avec leurs enfants, je les amène là à l'éphémère, on passe un super moment. Ok. Ça, c'est pour le vendredi soir. Le samedi matin ? Vas-y, un programme détaillé là. Ah bah attends, tout est fait. En plus, c'est généralement là c'est moi qui le fais, mais c'est souvent ma femme qui s'occupe du programme pour les amis. Rue Sainte-Catherine, on part ce samedi matin, rue Sainte-Cat. On se pose d'abord en haut, on va côté Grand Théâtre. On prend la photo de la rue Sainte-Catherine, qui est c'est la rue la plus longue, commerçante la plus longue, 3 km 800. On va jusqu'à la Victoire. On fait toutes les boutiques, on s'arrête où on veut. Et j'adore juste là de se fondre, d'aller se perdre, de prendre la galerie Sainte-Cat. C'est une bonne introduction à Bordeaux, de toute façon, c'est clair, au centre-ville. J'aime ce lieu-là. Tu te perds. T'as l'impression qu'il y a énormément de monde, mais en fait, ça va. T'arrives à circuler. Donc voilà, ça sur la matinée. On fait ça sur le matin. On part déjeuner. Je t'ai dit que j'adorais le fromage. Il y a un lieu à Bordeaux qui est... ça fait un moment que j'y suis pas allé, mais je voulais le citer dans ce podcast. C'est Bohémillet. On est rue Ugry. Bohémillet, on a un restaurant... C'est au bout des allées de Tourny, non? C'est ça, exactement. Ouais, on est tout près des allées de Tourny, qui est un super lieu, qui est un super endroit aussi. Bohémillet, il y a Xavier, alors je sais pas, c'est à l'époque, est-ce qu'il est encore là? Je ne sais pas, mais t'es accueilli, tu te poses, et dans la proposition, on t'invite à aller découvrir la cave. La cave de Bohémillet. Tu descends les marches, t'es en souterrain, et là, t'as une cave avec présenté, je fais que de taper dans le micro, avec présenté devant toi, t'as une centaine de fromages. Ça fait partie du menu. À l'époque, c'était 30 €, peut-être ça a certainement augmenté, mais c'est à volonté. Tu choisis les fromages que tu veux. Et tu vas de découverte en découverte, tout ça accompagné de super vins. En plus, ils ont des vins qui viennent d'ailleurs, de l'étranger. Tu peux déguster des vins argentins. Pour moi, c'est une super adresse. Donc tu te fais exclusivement du fromage. Fromage. Et t'as d'autres propositions. Tu peux avoir plein de propositions de raclette, de tartiflette. Tout est à base de fromage. Déclinaison autour du fromage, quoi. Pour les amoureux de fromage, pour ceux qui aiment vraiment, vraiment le fromage et des fromages vraiment spéciaux ou particuliers ou leur fromage, allez là, foncez là, vous allez découvrir des masters au cumin. Vous allez, voilà. Attends, on est sur un sans faute pour l'instant sur les adresses. J'ai envie de venir passer un week-end dans le Cube Neuzé. Où est-ce que je t'emmène après? Au parc bordelais. On retourne avec les enfants. Balade digestive. Donc. Ouais, exactement. Alors là, on est bien. Ouais, parce que le repas fromage. Oui, là, va falloir se poser. T'es lourd, quoi. On peut même poser, se faire une sieste. T'emmènes à ballon quand même pour aller jouer pieds nus sur le parc bordelais. Je trouve ça génial. T'as un endroit pour te poser. Avec la buvette qui a été refaite il y a quelques mois. Mais ouais, qui est top. Il y a la buvette. Alors, il y a encore les voitures. Tu peux encore tourner avec les voitures. Ça, c'est génial, ça. Les voitures, le petit train. Le petit train, voilà. Pour moi, c'est le lieu, c'est au cœur de Bordeaux. Les Bordelais vont au parc bordelais. Il est grand en plus, donc t'as vraiment l'occasion de se balader et j'aime bien cet endroit-là. Ok, samedi soir. Je t'emmène. Alors, si je t'emmène pas au Boxer de Bordeaux, je vais t'emmener juste en face. Je t'emmène au commissariat. Mais t'as raison, c'est juste. Alors l'autre en face, c'est le Va Chez Nous. Je suis content de citer le Va Chez Nous. Franz qui est le gérant du Va Chez Nous. C'est la cantine pour les amateurs de viande. T'avais les amateurs de fromage à midi, là les amateurs de viande. On va bien manger sur le week-end. Ça va bien au pied, c'est clair. Franz, il est incontournable sur la viande. C'est comment dire, il est spécialiste de la viande. Le Va Chez Nous, c'est l'endroit, c'est ma cantine, en plus de la brasserie bordelaise. T'es super bien accueilli en mode vraiment brasserie parisienne. Et t'as les plats du sud-ouest, les tricandilles, les cœurs de canard. T'as tout le magret où il fait des salades aussi. Et puis t'as la viande qui est persillée. C'est la limousine, la charolaise. Il s'y connaît très bien. Il t'accueille généreusement. C'est un endroit incontournable pour moi à Bordeaux. Pour ceux qui aiment la viande, c'est le Va Chez Nous. Les yeux fermés. Non, on continue sur un sans faute. C'est très bien.
Je t'emmène le soir, une fois qu'on a bien mangé, on va aller faire la fête, je t'emmène dans un des lieux que j'ai découvert, c'est l'un des premiers lieux que j'ai découvert à Bordeaux, où juste à côté, on est à la frontière bordelaise avec Ézines, tu vois, on est sur Ézines, c'est le Eight. Le Eight, c'est une ancienne salle de billard, il y avait une vingtaine de billards avant, ils ont tout refait, ils ont tout enlevé, ils ont gardé quand même quelques billards, c'est devenu une scène ouverte, avec des propositions aussi de stand-up, de scène ouverte, il y en a qui viennent tester leur stand-up sur cette scène-là. Il faut savoir que le Eight, donc on est quartier Codéran, à la frontière avec Ézines, et ils l'ont inauguré, ça fait quelques années, je crois que ça fait 5-6 ans, avec Gad Elmaleh qui est venu inaugurer la scène ouverte. Ils ont pas envoyé d'invitation, hein, ça s'est su du bouche à oreille. Il y avait déjà 300 personnes qui sont venues voir Gad Elmaleh. Ouais, et c'est un lieu qui est génial. C'est là aussi où je vais faire mes formations quand je forme à la prise de parole, parce qu'il y a une petite scène, il y a un lieu dans lequel on se sent bien aussi. Mais alors pour le soir, on bascule en DJ set, ça danse sur les podiums. On est sur des, voilà, c'est du. On est sur la digestion de la viande. Sur la digestion, et vraiment c'est top. Il y a Sébastien qui est aux commandes. Il y a Gabriel. Enfin voilà, ils sont au top là-bas. Le Hate, vous êtes accueillis comme si vous étiez connu en fait, comme si vous connaissez. Et voilà, c'est une super proposition. Ils font aussi de l'after work. C'est vraiment génial. J'adore. Ok. J'en découvre aujourd'hui. Ah ouais, viens voir le Hate. C'est fabuleux. Dimanche matin. Le dimanche matin, le marché des Chartrons. Pour moi, il est incontournable. On fait vite parce qu'on a un brunch qui nous attend à Éclos. On fait que bouffer. Mais ouais, parce que quand t'es à Bordeaux, alors tu manges pas les 2 jours qui précèdent, parce que évidemment, on va manger, on va surtout se régaler, et alors je l'ai découvert il y a pas très longtemps, le marché brunch. Alors non, le marché des Chartrons, je le connais très bien. Tu fais ton marché, tu te prends tes petites huîtres, il fait beau, on est au bord de la Garonne, c'est le paradis. J'adore ça, je trouve ça génial. Non, c'est vrai, ouais. Je trouve ça génial, t'es bien, t'es au cœur de Bordeaux, tu repars avec... T'as un horizon dégagé, avec le ciel bleu, la vue sur la Garonne. Non, c'est vrai, c'est très bonne idée, je prends, David, je prends. Ouais. Tu es sûr que tu vas me suivre sur c'est un week-end, clair, on va se croiser, ouais. On fait vite et on va pas prendre les huîtres et le vin blanc, on est attendu à Éclos Bordeaux pour un brunch. Je l'ai découvert il y a pas très longtemps, Éclos Bordeaux. Brunch, on est avenue Thiers, sur l'une des petites rues à côté de l'avenue Thiers, proche du pont de Pierre. Et Éclos, qui est un peu perdu, qui fait aussi qui fait hôtel. Sur le principe, qu'est-ce que j'ai vu ça, le principe du Moxie notamment au bassin à flot. Ok. Donc brunch et hôtel. Éclos à Bordeaux. J'adore la proposition de brunch avec vraiment des choses qu'on n'a peut-être pas l'habitude de voir. On est sur du butternut poulet, on a du riz. On est vraiment sur un brunch. On a la partie sucrée aussi qui est proposée. Tout est fait maison. Le tiramisu. Un tiramisu voilà, j'adore ça. Si vous n'aviez pas compris qu'il aimait les desserts italiens. Tu vois, c'est marrant, hein, ça me ramène à chaque fois. Ouais. Un tiramisu sur un brunch, tu m'as gagné. Allez, moi, je suis terminé. D'ailleurs, je commence par ça avant de faire le butternut avec le poulet. Et puis là, alors, on y va avec les enfants. C'est un endroit vraiment cool. Très bobo, on est très sur j'ai regardé autour de moi, on est très tous très bobo. On est très bobo. Et là, on a une animatrice aussi qui propose des animations pour les petits. Je dis voilà, on est bien. Ça veut dire que tu peux passer du temps. Tes enfants, ils passent du temps aussi. Il y a un grand espace pour jouer, pour faire de la musique, et avec une animatrice, un animateur. Je dis voilà, en fait, ça te permet de profiter de ça. Donc si vous avez des enfants, venez passer le week-end avec moi. Je trouvais forcément des. Non, mais si tu nous dis en plus qu'avec 4 ça passe nickel. Ça passe très bien. Tu vois, moi qui n'en ai qu'un, alors là c'est royal. Quel âge il a ? 2 ans et demi. Ok, très bien. Donc là, il va être pris en charge partout là. C'est bon, parfait. C'est top. Et le dimanche après-midi, petite sieste, non, quand même. Ouais, on va dimanche après-midi, on peut. Qu'est-ce qu'on peut finir ? Tu vois, je termine par Éclos. Alors, tu sais quoi ? On va aller sur la rive droite. On va rester sur la rive droite. Pour moi, c'est la plus belle vue que tu peux avoir de Bordeaux. Alors, j'adore Bordeaux. Je l'adore encore plus la nuit. Et alors, je l'adore depuis la rive droite. T'as une vue magnifique sur tous les quais, quoi. Sur tous les quais, sur tous les bâtiments haussmanniens de Bordeaux. Bordeaux est belle depuis sa rive droite, et puis là tu peux marcher, tu peux te faire t'as une longue balade là maintenant. Pont-Pierre, pont Chaban, tu passes par le jardin botanique si tu veux, faire un petit détour par chez Alric, mais bon, on ira un autre soir chez Alric. Mais voilà, c'est vrai que j'aurais pu t'amener chez Darwin aussi, on a ce coin-là, on peut se balader chez Darwin. Darwin, tu peux facilement y passer, surtout entre potes, avec des enfants, tu peux y passer 1 heure ou 2, il y a largement de quoi faire, quoi. Et puis on va comme ça. J'aime bien cette rive droite là, elle rend Bordeaux encore plus belle.
C'est vrai. Alors, ça fait un très beau programme là pour. On va marcher, on va faire plus de 10 000 pas par jour. Et pour terminer, David, un week-end, 3 heures max de voiture de Bordeaux. Tu embarques ta petite famille, donc monospace. Monospace, parce qu'il faut de la place pour les valises. Monospace, minibus, on part où? Je t'emmène dans un coin, alors que tu connais, Hugo. Je t'emmène à Saint-Martin, à Saint-Martin-de-Ré. On est à moins de 3 heures. Tu m'as dit moins de 3 heures. Moi, je peux te dire que ça marche très bien. Même depuis Saint-André-Cubnezé, on est à 1h50. Ça te rapproche. À 1h50. On monte sur l'île de Ré, on traverse le pont et on pousse presque jusqu'au bout. On va jusqu'à Saint-Martin-de-Ré. Alors là, Saint-Martin, tu vas passer 3 jours là-bas. Tu vas aller au port de Saint-Martin. Tu vas louer des vélos. Tu vas partir sur. Tu vas prendre ta glace chez qui? À la Martinière. Voilà. Alors la Martinière, tu vas à la flotte parce que je crois que c'est la flotte, toi, ton l'été dernier, c'était la flotte. Ouais. T'as des petits marchés qui sont couverts. La Martinière, t'en as un peu partout, sur toutes les villes de l'île de Ré. Tu choisis ta glace. Moi, je suis plutôt sur le sorbet. Donc voilà, on part sur un melon passion. Tu fais pas pommes de terre grenaille. Alors ils l'ont retiré pommes de terre. J'ai ma frangine qui a goûté huître, elle l'a pas fini. Et pour avoir testé, tu goûtes de là à te faire une boule huître, une boule patate à la fin. Non, on part sur du du classique, sur des valeurs sûres. T'as du passion gingembre et pas mal. Passion. Mais ça fait partie des classiques effectivement de l'île de Ré. La petite glace pour le goûter à la Martinière sur le port. La Martinière sur le port. Il fait bon vivre. J'aime beaucoup cette idée-là. T'es en bord de mer. T'as Fort Boyard qui a quelques encablures. On est bien. Il y a une sensation bordelaise. Je sais pas pourquoi, j'ai une sensation bordelaise quand je suis à l'île de Ré. Beaucoup de Bordelais d'ailleurs vont à l'île de Ré aussi. Il y a un côté très bobo dans lequel on se sent bien aussi. Exactement. Très très bobo, chic. Vous verrez quand vous serez à Saint-Martin, c'est très 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 chic. Mais il y a pour les enfants, il y a tout qui est fait et c'est surtout à vélo. T'as un côté très paisible aussi. Ça veut dire qu'il y a il y a une sécurité naturelle, il y a beaucoup de savoir-vivre. Moins l'été, parce que l'été, évidemment, il y a plus de tourisme, ça klaxonne, il y a beaucoup trop de vélos. Allez-y plutôt en saison creuse ou sur des vacances, vraiment, plutôt en arrière-saison. Mais louer des vélos sur place, même là, tu vois, sur des temps magnifiques, là, en mois de novembre, ou sur les vacances de la Toussaint. Il y a encore de quoi faire et de quoi s'éclater, de quoi profiter. Il y a des petits parcs aussi qui sont là-bas. Et puis, t'es près de l'océan, il y a les bateaux, il y a ces embruns-là. Tu veux te ressourcer, tu vas à l'île de Ré. L'architecture typique de l'île de Ré te fait te sentir effectivement en vacances sur une île au bord de la mer, et c'est vrai que c'est magnifique, c'est propre. Après, je sais qu'il y a plusieurs religions. Il y a la religion Oléron, la religion île de Ré. Moi, j'aime beaucoup les deux. Et c'est vrai que l'été dernier. Plus sauvage, Oléron. Je l'ai fait une fois. Je suis vite revenu à l'île de Ré. Plus sauvage. J'aime bien, c'est la façon politiquement correcte. C'est plus sauvage. On froisse pas, les habitants. On veut froisser personne, mais c'est vrai que l'île de Ré, c'est plus bobo, c'est plus bourgeois. Si vous y allez, c'est en connaissance de cause. Exactement. Ouais, c'est vrai. Merci 1000 fois, David, pour ton temps, pour toutes ces belles anecdotes. Où est-ce qu'on te retrouve, La Voix Formation, si on est intéressé? C'était un plaisir. Merci à toi, Hugo. C'était un plaisir. C'est la première fois aussi que on inverse les rôles. Que je me mets à nu et que je t'invite en tout cas à découvrir mon univers. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire. Je suis très transparent généralement sur ma vie, sur ce que je fais. Et je suis très content de l'avoir fait à ton micro. On me retrouve sur La Voix Formation. C'est le www, La Voix Formation, pour en connaître plus sur moi, en connaître plus sur ce que je fais, ce que je permets aujourd'hui aux managers, aux chefs d'entreprise, d'obtenir comme clé pour être de meilleurs ambassadeurs, être meilleurs dans leur façon de communiquer. Les réseaux sociaux aussi. Les réseaux sociaux, sur LinkedIn, essentiellement sur LinkedIn. Je suis pas très communicant sur Facebook et sur Insta. Prénom, nom, David Fontanier, c'est ça? David Fontanier. Et puis moi j'ai un rêve. Le rêve, c'est de pouvoir aussi développer tout ce que je propose là, dans d'autres villes ailleurs, de le faire ailleurs, à l'île de Ré, par exemple, à Nantes, à Marseille, à Strasbourg, à Paris, et de proposer ça au maximum. Mais merci en tout cas pour cette belle invitation. J'ai l'impression qu'on a refait Bordeaux. Il y a des endroits qu'il faut qu'on se fasse absolument ensemble, sans les enfants. Sans les enfants, et puis on va aller manger italien, j'ai l'impression. Tu as été mon Guillaume Canet aujourd'hui, authentique, sensible et touchant. Merci beaucoup, David, et je te dis à très vite. Merci beaucoup, Hugo, pour ta proposition.